Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'un des poèmes les plus baudelairiens du recueil poétique Les Contemplations que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème commenté à de très nombreuses reprises, un poème qui a fait date et qui a obligé tous les écrivains mêlant lyrisme et engagement à se hisser au même degré d'intensité du génie de Victor Hugo. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc justement, c'est le truc à part, ou en plus que possède Victor Hugo. En ayant affirmé un jour, je cite, « L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore », il a fait de la poésie pas uniquement un art décoratif, mais un art où l'esthétique se mêlait aussi à l'utilité. C'est vraiment très impressionnant. C'est sûr qu'en dirigeant son art dans une telle direction, le père Hugo ne s'est pas uniquement fait que des amis. Des guerres et querelles internes ont même fait rage pour décider si oui ou non l'art, et plus spécifiquement encore la poésie, devait s'abaisser à œuvrer pour des causes ou au contraire chercher, loin des idées et de la morale, le plus profondément possible ce que le beau, l'étrange, l'original avait à nous offrir. C'est profond ça. Bref, vous avez affaire ici à un poème, quoi qu'on en dise, extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce que l'on appelle aujourd'hui le romantisme. Le romantisme, c'est quoi ? Non. Donc voilà. Le romantisme, à l'inverse du classicisme qui précède, ce sont des artistes qui ont d'abord tenté d'assouplir les formes, les règles et ces manières un peu trop rigides qu'avaient de voir le monde leurs prédécesseurs. L'idée est de vivre, ressentir, palpiter, bouillonner. Parce que c'est notre projet! L'accent est aussi donné sur la mélancolie, le fameux mal du siècle donnant des poètes maudits. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? Ou bien de beaux héros sombres et tourmentés comme Victor Hugo. D'accord. Par la poésie, et par ce poème donc, le poète vous propose de vous toucher par le biais d'une grande diversité émotionnelle pour mieux vous faire prendre conscience de la triste condition de certains exclus et autres laissés pour compte. La question est posée. La poésie, par sa manière de toucher, élever, charmer, peut-elle être la seule médiation artistique possible pour mieux pousser son lecteur à agir devant toutes les injustices de ce monde? Jean-Pierre ? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Ben oui. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et enfin, un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire. En l'occurrence ici, le fameux poème J'aime l'araignée, décrivant une araignée et une ortie pour mieux symboliser le regard que nous portons, ou devrions porter, sur les nécessiteux et autres laissés pour compte. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai à chaque fois un petit bandeau visuel intercalé, entre chaque étape à suivre. On y va? 1, 2, 3, partez. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout veut un baiser. C'est en ces termes que l'auteur, en personne, exhorte ses lecteurs à s'apitoyer sur l'araignée, et plus largement à tous ces êtres et à toutes ces choses que l'on aurait trop vite tendance à rejeter sous prétexte que nous les trouverions laides. Ces réflexions que je viens d'esquisser, elles viennent des Contemplations, le recueil poétique le plus connu de Victor Hugo, présenté comme les Mémoires d'une âme. Ouvrage poétique, largement autobiographique et divisé en deux parties, autrefois et aujourd'hui, le point culminant de cet ouvrage est sans nul doute celui d'un tombeau. Celui de la fille du poète, Léopoldine, morte le 4 septembre 1843, que Hugo évoque dans un poème bouleversant, le fameux poème Demain dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Chaque partie du recueil est composée de 3 livres, et le poème que nous allons analyser se trouve justement à la fin du 3e, Les luttes et les rêves, de la première partie, celle qui relate la misère dont le poète est témoin, le plus connu étant le fameux poème Mélancolia. J'aime l'araignée, pour sa part, est un poème constitué de 7 quatrains alternant décasyllabes et pentasyllabes, et exprimant une empathie, une solidarité surprenante pour des êtres ou choses inspirant plutôt généralement la peur et le dégoût, j'ai nommé l'araignée et l'ortie.
Pour la fluidité de mon explication, je découperai le poème en 3 axes. Le premier, sur toute la première strophe, montrera la visée du poème, tout à la fois lyrique et argumentative, littérale et symbolique. Le deuxième, sur les 3 strophes suivantes, évoquera la dimension tragique de l'araignée et l'ortie. Le troisième axe, enfin, sur toutes les dernières strophes restantes, montrera la dimension pathétique de l'araignée et de l'ortie, sans doute pour mieux nous aider à rentrer en empathie avec les nombreux marginaux que Hugo, en tant qu'artiste, et aussi en tant que citoyen, tentait par tous les moyens de défendre et de réhabiliter. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word, accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Oui, enfin, n'exagérons rien. Maintenant, il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, on n'oublie pas d'appliquer la méthode. La méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi. Un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Dès les premiers vers, l'impression qui se dégage du texte est le fait que le poète semble vouloir montrer la visée du poème, tout à la fois lyrique et argumentative, littérale et symbolique. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Je repère immédiatement une double répétition de « j'aime », faisant un parallélisme entre deux choses a priori sans aucun rapport, l'araignée et l'ortie. Je peux effectivement lire « j'aime l'araignée » avec un pronom personnel plus un verbe et un groupe nominal, et j'aime l'ortie avec un pronom personnel et un verbe et un groupe nominal. Que mettre en lumière de tels procédés? À mon avis, les raisons de cet amour sont explicitées dans les vers qui suivent avec l'apparition d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause introduite par la conjonction de subordination « parce que », mettant en lien deux propositions nourrissant une réflexion complexe et a priori contre-intuitive. Le poète aimerait l'araignée et l'ortie suite à la haine qu'elle suscite. Et pour donner du corps et de la profondeur à ce propos, le poète enchaîne avec une conjonction de coordination reliant une deuxième cause, et que, amorçant ainsi un autre parallélisme de construction, et que rien n'exauce, et que tout châtie. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Là encore, nous comprenons assez vite que ces procédés ne sont pas simplement décoratifs, mais mettent en évidence des antithèses. Rien et tout, exauce et châtie, j'aime et hais. Des antithèses qui renforcent, selon moi, la triste condition de ces deux êtres rendus vivants et encore plus concrets par les personnifications. Mort ne souhait. Une araignée ou une ortie peut-elle souhaiter quelque chose? Cette expression du reste révèle également un oxymore. Un souhait a priori ne saurait être norme. Pourquoi un tel effet? Probablement pour secouer le cœur et l'esprit du lecteur qui comprend d'ores et déjà que le poème n'est pas uniquement lyrique, grâce au procédé évoqué. Le parallélisme du premier vers, par exemple, montre clairement l'aspect symétrique, régulier et rythmique du poème. J'aime l'araignée, 5, et j'aime l'ortie, 5 syllabes. Ce poème est probablement aussi engagé par l'allégorie de l'araignée. Le poète fabrique des images et symbolise tous les démunis et autres laissés pour compte que nous mettons de côté sous prétexte qu'ils nous font peur. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne, deuxième axe, go! 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, l'impression qui domine est le registre tragique dans lequel Hugo semble vouloir inscrire ce poème engagé, comme pour mieux permettre à l'araignée et à l'ortie de susciter terreur et pitié. L'engagement se perçoit selon moi dans les nombreuses énumérations en parce qui ont pour vocation d'expliquer, d'argumenter les raisons pour lesquelles ces pauvres êtres sont tragiquement méprisés et rejetés. On pourrait même presque voir dans ces répétitions comme une volonté de marteler et rappeler par l'empilage des arguments que cette malédiction relève de l'injustice et doit ou devrait être réparée au plus tôt. Pour ce qui relève de la dimension tragique, nous pouvons repérer tout un champ lexical. Nous avons maudite, noir être rampant, triste captive, haut sort, fatal nœud, ombre des abîmes, toutes deux victimes de la sombre nuit.
Donc ce champ lexical de la tragédie, en plus de nous inviter à la compassion, fait véritablement de ces êtres des victimes que le destin a injustement mis au banc de la société. Dans la troisième strophe, le registre tragique trouve un écho particulier dans le mot « œuvre » qui permet d'établir un parallélisme entre l'araignée et l'ortie et la figure de l'artiste. N'oublions pas effectivement que, dans le poème « Quelques mots à un autre », lui aussi issu des Contemplations, Victor Hugo se présentait déjà comme un individu méprisé et rejeté. Il disait, je cite, « Je suis le ténébreux par qui tout dégénère, sur mon autre côté lance l'autre tonnerre ». Autrement dit, l'araignée et l'ortie, c'est également à plusieurs égards la figure et l'allégorie du romantique comme Hugo, rejeté et incompris, coupable de pointer du doigt ce que le commun des mortels préfère ne pas voir et mettre de côté. Quel est donc ce lancinant chagrin qui frappe mon poitrail? De façon très rythmée, dans la troisième et quatrième strophe, le poème joue sur les assonances en on, ombre, on, sombre, mais aussi en ou un, qui rendent plus évidente la dimension sonore et donc lyrique du poème, tout en éclairant ces mots faisant partie de ce champ lexical de la tragédie. On voulait faire du bien, mais la vie c'est la poisse et c'est tragique. Dans le dernier axe, après le registre tragique, il me semble que le poète use du registre pathétique pour mieux nous permettre de rentrer en compassion avec ces victimes que sont l'araignée et l'ortie. Parlons aujourd'hui de la compassion. La compassion est ce sentiment qui porte à comprendre et à partager les maux d'autrui. La cinquième strophe interpelle le lecteur, passant, pour mieux l'inviter par une série d'impératifs, faites et 3 fois plaignez, à réagir et à mobiliser son cœur depuis trop longtemps endurci. Tous les procédés qui vont suivre, selon moi, explicitent ce propos. Nous retrouvons des périphrases, la plante obscure, pauvre animal, une anaphore, plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh plaignez le mal. Le présent de vérité générale, il n'est rien qui n'est, tout veut. On retrouve aussi encore le champ lexical de la noirceur ou de l'horrible, avec des mots comme noir, ombre, nuit, obscur, mélancolie, dans leur fauve horreur, la vilaine bête, la mauvaise herbe. Sans oublier, bien évidemment, la personnification. Murmure d'amour, dernier vers. Bonsoir, bienvenue dans notre émission. Amour, toujours. Cette dernière, d'après moi, humanise enfin un être que l'on a eu trop tendance à rejeter au rang de vulgaires objets. Et c'est sans doute là l'une des visées de ce texte, tout à la fois didactique dans sa volonté d'expliquer et polémiste dans sa propension à lutter contre nos premiers ressentis et nos premières intuitions. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple, une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, le regard que nous portons, devrions porter sur les pauvres, nécessiteux et autres laissés pour compte, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec d'autres œuvres, en l'occurrence ici, une représentation de Jean-Jacques Vigoureux, artiste français pratiquant cet art délicat de la peinture sur toile d'araignée. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti. 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que ce poème, par des images fortes et suggestives, l'araignée et l'ortie, invite le lecteur à compatir et à mieux aimer ce que la société critique et marginalise. Figure familière des marginaux et autres laissés pour compte, on pense à Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, ou bien à des personnages comme Fantine, Jean Valjean ou Cosette dans Les Misérables, Hugo se sert ici du genre poétique pour encore mieux nous émouvoir, notamment par le biais de plusieurs registres, lyriques, tragiques, mais aussi pathétiques, voire parfois, pour reprendre le lyrisme, un lyrisme teinté d'élégie. Tout ceci pour mieux chambouler le cœur et l'esprit de chaque lecteur. J'aime l'araignée pourrait encore mieux s'appréhender en pensant aux représentations de Jean-Jacques Vigoureux, artiste français pratiquant cet art délicat de la peinture sur toile d'araignée. En faisant de l'art du beau avec un matériau qui fait peur,
et que l'on considère peut-être un peu trop hâtivement comme horrible ou répugnant, Jean-Jacques Vigoureux transcende l'objet poétique en nous invitant à revoir ce qui est beau ou pas, digne et indigne, noble ou pas. On est dans cette dynamique proche d'une vision qu'avait Baudelaire de la poésie, en transmutant en or ce que le commun des mortels voyait comme de la boue, avec des poèmes comme Les Petites Vieilles ou bien encore L'Albatros dans Les Fleurs du Mal. On peut dès lors se demander si la poésie, grâce à ce poème, rendant touchant un être que beaucoup de personnes trouvent répugnant, peut alors transmuter et changer en or ce qu'elle regarde. Est-ce que tout, y compris l'infâme et l'innommable, doit se frotter à l'objet poétique ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.